Nous sommes en 2006. Gore Verbinski est au sommet du box-office mondial avec Pirates des Caraïbes. Pixar sort Cars, le Da Vinci Code déchaîne les passions et le génial George Miller fait une pause du côté de l'animation avec le non moins génial Happy Feet. Pendant qu'en Inde, Shah Rukh Khan et Farhan Akhtar réinventent l'anti-héros badass avec Don et que Hrithik Roshan tente d'importer la mode des super-héros avec Krish, bref, une année variée, avec des réussites incroyables, des succès discutables et évidemment des échecs. Pour conclure l'année, une œuvre dystopique et inoubliable va débarquer sur les écrans. Ce film, c'est Les Fils de l'Homme, signé Alfonso Cuarón. Et comme tous les films traités dans Flopbuster, il s'agira d'un échec cuisant au box-office. Alors accrochez-vous, on fait un bond de 19 ans dans le passé et on va essayer de comprendre comment Les Fils de l'Homme a pu échouer avant de devenir culte. C'est en 1992 que l'autrice anglaise Phyllis Dorothy James écrit Les Fils de l'Homme. Elle résumera elle-même son roman en une question énigmatique. Si l'humanité n'avait plus d'avenir, comment nous comporterions-nous? Le roman est très bien reçu par la presse littéraire et on salue unanimement la force complexe du récit. Forcément, un roman à succès avec un tel concept ne pouvait pas passer inaperçu auprès des studios hollywoodiens. C'est ainsi que Beacon Pictures flaire le bon coup en 1997 et achète les droits d'adaptation du livre. C'est d'abord le scénariste et réalisateur Paul Chart qui fournit un premier jet de scénario. Il sort tout juste de son thriller américain impeccable, projeté à Cannes en 97, mais sa version ne plaît pas du tout. Il ne sera même pas crédité dans le projet final, et c'est le duo Mark Fergus et Hugh Cosby qui se voit confier le projet en repartant à zéro. Un duo improbable quand on y pense, puisque les deux hommes vont ensuite totalement changer de registre en scénarisant Iron Man, puis Cowboy et Envahisseur. Ils ont vraiment changé de style. L'écriture avance lentement mais sûrement, et c'est en 2001 que le studio jette son dévolu sur un jeune cinéaste prometteur, Alfonso Cuarón, qui vient tout juste de sortir Y tu mamá también, son 4e long métrage. Le réalisateur mexicain a déjà de l'expérience à Hollywood. Il avait adapté Les Grandes Espérances de Charles Dickens pour la 20th Century Fox en 98 avec Ethan Hawke et Gwyneth Paltrow, un film moyennement reçu par la presse mais qui avait quand même fait de beaux profits au box-office. Cuarón accepte immédiatement le projet. Il insiste pour faire un film de science-fiction qui soit le plus réaliste possible. Un long métrage qui s'inscrirait dans un monde post-11 septembre et qui traduirait cette atmosphère si étrange d'un monde occidental moderne qui s'effondre. En interview, il confie vouloir faire un anti-Blade Runner. Autrement dit, un film futuriste, mais qui n'offre pas une esthétique fantasmée. Des néons, des voitures volantes, etc. Un futur dystopique qui sorte tout droit de notre réalité. Autre point, le réalisateur reprend l'écriture du scénario avec Timothy J. Sexton, qui venait tout juste de travailler avec Iñárritu sur Amour Chienne. S'il demande à Sexton de lire le roman de P.D. James pour en saisir les idées principales, Cuarón de son côté refuse de lire le livre. I never read P.D. James' book. Right. You heard it here first. What I read was a synopsis that was sent to me, one page. Yes. And immediately a movie came in my head. Mm-hmm. And Tim said, should we read the book? And says, I don't want to read the book because I don't want to detour from this idea. Yep. He says, but you read it. And maybe if you think that there's something relevant, let me know. Et on reviendra là-dessus, mais ça se voit, tout simplement parce que le livre et le film ont au final bien peu de points communs une fois passé le concept de base. Notons au passage que Cuarón refuse également de lire les versions précédentes du scénario. Ce qu'il veut, c'est créer, avec Sexton, une œuvre unique. Le projet semble bien avancé, sauf qu'à l'été 2022, Alfonso Cuarón accepte de relever un défi radicalement différent. En effet, il se voit proposer la réalisation du 3e Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban. Initialement, Cuarón refuse, par manque d'intérêt et parce qu'il ne veut pas laisser de côté Les Fils de l'Homme. Mais son grand ami Guillermo del Toro passe par là, lui dit qu'il ne peut pas refuser une telle occasion en or, et le projet se lance avec Alfonso Cuarón aux commandes. Par chance, les producteurs rassurent Cuarón et lui disent que Les Fils de l'Homme attendra, que le projet ne reprendra que lorsqu'il sera libre. Lorsque Cuarón revient à bord du projet, début 2005, la pré-production est immédiatement lancée. On apprend par la presse au mois d'avril que c'est Clive Owen, qui sort tout juste des cartons Closer et Sin City, qui tiendra le rôle principal du long métrage. L'acteur a joué un rôle essentiel dans la caractérisation de son personnage selon Cuarón. Il faisait de nombreuses suggestions dans sa façon d'agir, mais aussi dans ses dialogues. L'actrice britannique Clare Hope Ashitey, alors complètement méconnue du grand public, est sélectionnée pour incarner le personnage de Key.
À ses côtés, Julianne Moore jouera Julian Taylor. Et enfin, Sir Michael Caine incarnera Jasper Palmer et il va baser toute son interprétation en pensant à son ami John Lennon. Pour la petite anecdote, Michael Caine incarne un dessinateur dans le film, des dessins réalisés par le célèbre Steve Bell, et encore aujourd'hui, Michael Caine a gardé plusieurs dessins du film et les conserve fièrement chez lui, dans son bureau. Pour la mise en scène, Alfonso Cuarón montre à toute l'équipe le film La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, sorti en 1966. Il se plonge également dans les écrits de Naomi Klein, John Gray, Slavoj Žižek pour penser le monde social et politique dans lequel évoluera son long métrage. Ces lectures vont influencer de nombreux détails essentiels dans la construction de son univers. Toute l'équipe s'établit à Londres le temps du tournage. Vient alors l'enjeu de représenter ce Londres de 2027 dans lequel se passe le film. L'objectif est de créer une ville hybride entre la ville de Mexico et Londres. And we were talking about turning London into Mexico City. In other words, to bring the third world into London. So we wanted London to become a microcosm of the world as opposed to the first world kind of living in a different geography than the zones of conflict. Now everything is inside there, and that was part of the thing. Pour capter la lumière matinale très singulière de Londres et son atmosphère embrumée, Cuarón impose un début de tournage très tôt, à 4h30 du matin. Le directeur de la photographie, Lubezki, aime énormément travailler avec la lumière naturelle. Il le fera à nouveau sur The Revenant quelques années plus tard. Ce choix de commencer très tôt le tournage lui permet ainsi de sublimer cette atmosphère brumeuse. Alors qu'il pensait utiliser énormément de Steadicam, le cinéaste abandonne rapidement cette idée qu'il juge trop élaborée, trop élégante pour de nombreuses séquences. Il opte alors pour un aspect brut et immersif, encore une fois quasi documentaire, avec une omniprésence de la caméra au point. La rigueur technique est évidente sur le projet. Impossible de ne pas mentionner certains des plans séquences les plus célèbres du 21e siècle. Un qui dure 3 minutes 19, un autre de 4 minutes 7 et le plus long qui dure 6 minutes 18. Alors certes, des raccords subtils sont cachés au montage, mais la mise en place de ces prises reste extrêmement complexe et minutieuse. Cuarón explique son choix en disant que chaque plan du film est coupé uniquement lorsqu'il n'a plus de sens nouveau à apporter. Son objectif n'était clairement pas un simple jeu technique, ça n'était pas de l'esthétique pour le plaisir de l'esthétique. Pour revenir spécifiquement à la célèbre séquence de l'embuscade, lorsque Cuarón présente l'idée d'un plan séquence, tout le monde lui dit que ça va être impossible à filmer. Il suggère alors de le réaliser via des effets numériques, mais Emmanuel Lubezki, le directeur de la photo, refuse en lui rappelant que tout l'aspect documentaire et réaliste serait brisé s'il passait par du tout numérique. Vient alors l'idée d'utiliser une dolly à 2 axes, une caméra spécialement conçue par Gary Tjelks, le fondateur de Dogicam Systems. La caméra est installée à l'arrière d'un véhicule totalement transformé pour la séquence. Pendant le tournage, 4 techniciens, dont Lubezki, se tiennent sur le véhicule. Un à l'avant, 2 sur les côtés et 1 à l'arrière. Une prouesse inoubliable. Alors encore une fois, la légende urbaine selon laquelle il s'agit d'un unique plan séquence est fausse. Il y a des raccords très discrets. Mais honnêtement, le résultat est tellement saisissant que ça ne change rien à la folie visuelle de cette scène. Le plan séquence de l'attaque finale a également demandé un travail colossal. Il faut 14 jours de préparation avant de se lancer, puis il faudra 2 journées de tournage avant d'obtenir la bonne prise. À chaque nouvelle tentative de filmer la séquence, il fallait 5 heures de préparation pour tout remettre en place. Et au passage, le sang qui éclabousse l'écran à ce moment-là n'était pas du tout prévu. Si Cuarón était initialement déçu de cet imprévu, Lubezki parvient à le convaincre de le garder tel quel, car il trouve l'effet saisissant de réalisme. Juste avant le tournage de la scène d'ouverture, une séquence d'attaque à la bombe sur Fleet Street, la réalité dépasse la fiction. Londres est donc passé en quelques heures de la joie au cauchemar. C'était un peu avant 9 h ce matin, à l'heure de pointe donc. Le bilan des victimes a été revu à la hausse, une 50aine de morts, 350 blessés toujours hospitalisés, 22 dans un état critique. Le tournage se trouve logiquement ralenti et cette séquence sera tournée 1 mois et demi plus tard. L'ambiance est extrêmement tendue ce jour-là sur le tournage. Cuarón racontera l'année suivante, il y a eu l'explosion, et puis tous les figurants qui sortent avec des blessures, des bras coupés. D'un coup, on a ressenti ce silence d'effroi, tout le monde était tétanisé. Le cinéma d'Alfonso Cuarón est caractérisé par son souci du détail. Lors de la séquence où Théo est kidnappé et interrogé dans une pièce recouverte de journaux, le cinéaste insiste pour que chaque journal contienne des articles et des faits divers qui auraient pu arriver dans l'univers du film.
Cuarón se montre particulièrement minutieux dans son envie de mettre en scène un Londres futuriste le plus réaliste possible. Peu avant le tournage, il avait été annoncé que Londres recevrait les Jeux Olympiques en 2012. On verra donc Théo avec un sweat des JO qui semble usé et délavé. Normal pour un événement qui aurait eu lieu 15 ans avant le début du film. Autre détail, on peut apercevoir en arrière-plan le gratte-ciel en verre de Shard, qui là encore n'allait pas être inauguré avant 2012. L'équipe du film a travaillé à partir des modèles 3D fournis pour annoncer la construction de cette tour et l'a donc incrusté dans son paysage londonien de 2027. C'est le 3 septembre 2006, à la 63e Mostra de Venise, que sera projeté pour la première fois Les Fils de l'Homme. Le film est présenté en compétition officielle devant un jury prestigieux composé de Catherine Deneuve, Cameron Crowe ou encore Park Chan-wook. Face à lui, la concurrence est rude. Black Book de Paul Verhoeven, The Fountain de Darren Aronofsky, Paprika de Satoshi Kon. Mais c'est finalement Still Life de Jia Zhangke qui repart avec le Lion d'Or. Les Fils de l'Homme reçoit tout de même un accueil presse très positif lors du festival. Et cette excellente réception critique sera confirmée lors de sa sortie anglaise le 22 septembre 2006, puis américaine à partir du 25 décembre 2006. Le New York Times salue un film superbement réalisé. Slate annonce l'émergence d'un grand réalisateur. 4 sur 4 pour Roger Ebert. Télérama parle d'un film rageur et saisissant. Rolling Stone le classe 2e meilleur film de la décennie. Bon, à part les cahiers du cinéma, qui déplorent un film infantile et bêtement illustratif, l'accueil presse est unanime. Forcément, avec de tels retours, le film allait être un carton au box-office. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Les Fils de l'Homme avaient disposé d'un budget d'un peu plus de 76 millions de dollars, hors coût marketing. Pas de quoi en faire un blockbuster ultra coûteux, mais ça n'est pas non plus un petit budget. Et justement, le film se trouve dans cet entre-deux très difficile. De la science-fiction trop sombre et réaliste pour la vendre à un grand public fan du genre, trop adulte notamment pour les adolescents qui adorent les récits futuristes. En fait, côté marketing, personne ne sait comment vendre cet étrange objet. Et ça se ressent jusque dans les dates de sortie en décalé. Septembre pour l'Angleterre, octobre pour la France, fin décembre pour les États-Unis, personne ne savait vraiment où caler ce film. Proportionnellement, c'est au Royaume-Uni que le film fonctionnera le mieux. C'est le seul territoire sur lequel il débute à la première place du box-office national, et il va y récolter près de 9,5 millions de dollars. En France, c'est déjà bien plus compliqué. Le film passe tout juste le cap des 300 000 entrées. Il fait face notamment à Indigène, de Rachid Bouchareb, qui fait presque 400 000 entrées rien que sur sa 4e semaine. Et à peine 2 semaines plus tard va sortir Prête-moi ta main, d'Éric Lartigot, qui deviendra le 7e plus gros succès de l'année avec près de 3,8 millions d'entrées. Difficile de trouver sa place. Aux États-Unis, c'est encore pire. Universal, qui distribue le film sur le territoire nord-américain, opte pour une sortie limitée le 25 décembre. Un film de Noël. Franchement, j'aurais adoré assister à la réunion stratégique quand quelqu'un a décidé que c'était une super idée de sortir Les Fils de l'Homme pour les vacances de Noël. Et logiquement, le film va se faire balayer par la concurrence. La Nuit au musée est sorti 5 jours plus tôt. Il récolte 13,5 millions de dollars le 26 décembre. À la poursuite du bonheur et Dreamgirls, sortis 12 jours plus tôt, passent respectivement les 7 et 5 millions de dollars ce jour-là. Même Happy Feet, qui en est à son 40e jour à l'affiche, frôle les 2,5 millions de dollars. Rocky Balboa, Eragon, The Holiday, Casino Royale, Apocalypto, même Borat, tous ces films sortis bien avant, restent loin devant Les Fils de l'Homme pour sa journée de démarrage. Le film d'Alfonso Cuarón gagne à peine 325 000 dollars pour sa première journée, à la 22e place du box-office national. Ce chiffre extrêmement bas s'explique par le fait de ne l'avoir sorti que dans 16 salles le temps des fêtes pour lancer le bouche à oreille. Il faudra attendre le 5 janvier avant que le film de Cuarón n'ait droit à une vraie sortie nationale dans plus de 1500 salles. Mais même là, il ne va pas faire des merveilles. Il monte provisoirement à la 3e place du box-office américain, mais dès la semaine suivante, il quitte le podium pour chuter à la 8e place. Et malgré une certaine stabilité, il disparaît du top 15 avant la fin du mois. Sa course nationale s'arrête à 35 millions de dollars, un désastre compte tenu de son budget. Même son total mondial d'environ 69,6 millions ne peut pas couvrir le budget, encore moins les frais de marketing. Il faudra laisser le temps faire son œuvre avant que le public ne réhabilite Les Fils de l'Homme. Le marché de la location notamment va lui faire énormément de bien. Rien qu'aux États-Unis, le film finira par rapporter 26 millions de dollars uniquement en vente et location de DVD.
Adapté d'un livre à succès, réalisé par un cinéaste à qui tout réussissait, mené par un casting populaire et respecté, porté par des critiques élogieuses, soutenu par des gros studios, au-delà de l'étrange stratégie de distribution et des dates de sortie discutables, qu'est-ce qui a raté? À quel moment le public a-t-il pu laisser passer un tel chef-d'œuvre? Avant de répondre à ces questions, on va poser la question qu'on pose à chaque flopbuster, les Fils de l'Homme, qu'est-ce que ça vaut? Un premier point fondamental pour aborder le film de Cuarón se trouve du côté des changements radicaux par rapport au roman qui transforment totalement le propos de l'œuvre. Dans le livre de P.D. James, le futur dystopique est une dictature qui ressemble à une énième redite de 1984 par George Orwell. Alfonso Cuarón choisit plutôt de représenter une démocratie populiste, un choix qui paraît terriblement d'actualité 20 ans plus tard. Dans Les Fils de l'Homme, Londres n'est pas dirigé par un tyran sanguinaire. À vrai dire, on ne voit jamais ne serait-ce que le visage du Premier ministre. Ce que Cuarón tente de nous dire, c'est que face aux angoisses de l'époque, face à une dégradation des conditions de vie, face au désespoir, le peuple choisira en pleine conscience un gouvernement identitaire et raciste. Qu'importe à quel point la haine de l'autre semble absurde face à l'extinction imminente, elle semble paradoxalement rassurer une masse désinformée et paniquée. Chez P.D. James, la société anglaise était décrite comme bien plus calme et stable. L'autrice décrivait un monde qui se soigne par le déni. Les familles adoptent des chiens, les traitent comme des enfants afin de combler leur désir de parentalité. Chez Cuarón, la civilisation occidentale s'effondre, ou du moins, cela dépend des classes sociales. On perçoit bel et bien du déni chez le cousin de Théo. Mais même à la veille de la fin du monde, le déni est un privilège de classe. What keeps you going? You know what it is, Theo? I just don't think about it. Parce que dans les bas quartiers, ce luxe n'existe pas. Et la misère du désespoir va de pair avec la violence, la destruction et une pauvreté toujours grandissante. Il en va de même au passage pour la crise écologique, que Cuarón mentionne en interview et qui est omniprésente en toile de fond du long métrage sans jamais être nommée directement. Cet art de l'arrière-plan, c'est une immense force du film, mais on va y revenir. Autre différence majeure, dans le roman, c'est Julianne qui est enceinte. Le personnage de Key n'existe même pas. La question d'une crise migratoire est totalement absente du livre alors qu'elle est au cœur de tout le film. Et là encore, ce choix narratif ouvre des pistes passionnantes. Déjà parce qu'il permet un premier choc total lorsque Julianne se fait tuer en cours de récit alors que le spectateur s'attend à ce qu'elle ait un rôle crucial dans l'intrigue. Mais aussi parce que Key ajoute une puissance dramatique évidente au récit. En plein régime populiste, alors que la délation est encouragée, que des camps pour migrants sont formés en dehors des villes, on suit l'histoire d'une femme noire et enceinte. Elle représente le niveau absolu de danger et de fragilité dans un tel système. Mais Key dispose également d'une force mentale et physique si incroyable que Cuarón n'en fait jamais une victime ou une simple demoiselle en détresse qui attend que le héros veuille bien la sauver. Elle incarne à la fois la faiblesse humaine, la candeur perdue et la force de caractère nécessaire pour porter à elle seule l'espoir d'un renouveau, d'une humanité qui pourrait être sauvée. À l'image de Julianne dans le roman, Key aurait pu n'être essentiellement qu'un symbole, un personnage fonction qui sert avant tout à porter une réflexion théologique, tout un tas de symbolisme religieux. Le film de Cuarón contient évidemment son lot d'imagerie religieuse, mais le cinéaste vient toujours détourner habilement nos attentes pour nous forcer à aller au-delà d'une lecture symbolique qui serait trop simpliste. I'm a virgin. Sorry? C'est donc bien évidemment une œuvre résolument politique que signe Alfonso Cuarón. Un film qui refuse un nombre incalculable de facilités ou de clichés et qui semble d'une pertinence encore plus grande et terrifiante des années plus tard. Revenons à cette idée d'arrière-plan. The true focus of the film is there in the background, and it's crucial to leave it as a background. It's the paradox of what I would call anamorphosis. If you look at the thing too directly, the oppressive social dimension, you don't see it. You can see it in an oblique way only if it remains in the background. La plus grande force du cinéma de Cuarón, c'est son sens de la narration par l'image. Il a répété à de nombreuses reprises en interview que le cinéma peut exister sans dialogue, sans musique, même sans acteur, mais pas sans une caméra. Et c'est ce sens aigu de la narration visuelle qu'il pousse constamment dans ses retranchements. Les Fils de l'Homme construit ainsi constamment son univers en évitant des dialogues surexplicatifs. Le cinéaste ne nous prend pas par la main, il ne nous fait pas un tutoriel de son univers pour être certain que l'on comprenne tout ce qui se passe.
S'il utilise souvent les plans séquences, c'est justement pour que le monde qu'il filme puisse se déployer en arrière-plan et nous inciter à faire attention aux détails. Cet arrière-plan nous en dit au final bien plus sur le Londres de 2027 que n'importe quel dialogue ou fait de scénario. Citons ainsi les innombrables messages dans les lieux publics qui nous donnent des indices précis sur la politique appliquée par le gouvernement. Idem pour les spots de propagande qu'on peut entendre lorsque Théo prend le bus. Le procédé est similaire pour les pilules pour le suicide, qui apparaissent d'abord en arrière-plan à la télé, puis dans des publicités placardées sur des bus. Après cela, les pilules font partie du décor dans la maison de Jasper Palmer, avant d'avoir une implication directe dans sa narration. Le simple fait qu'un tel produit soit autorisé nous en dit beaucoup plus sur l'état social et psychologique de la civilisation que n'importe quel grand discours. Et encore une fois, au moment où on doit utiliser ces pilules dans le scénario, nul besoin de nous les expliquer, par l'arrière-plan, on comprend à quoi elles servent. L'autre utilisation de l'arrière-plan que fait Alfonso Cuarón, c'est une mise en scène par la suggestion. Tout le long du film, le cinéaste va faire référence à des œuvres artistiques et populaires connues, qui évoquent une idée, une époque, un discours, et par effet miroir, ces œuvres nous transmettent ce que l'on doit savoir sur les fils de l'homme. On peut citer ainsi Guernica de Picasso, qui apparaît d'abord chez Nigel, le cousin de Théo, dont la fortune lui permet de collectionner de très nombreuses œuvres d'art. Guernica réapparaîtra en toute fin de récit sous la forme d'un graphe dans le tunnel qu'empruntent Théo et Guy. Un tableau qui représente des bombardements, une guerre civile meurtrière, la panique d'une population décimée. Le lien avec ce Londres fictif de 2027 est évident, mais il n'est jamais appuyé par le moindre dialogue. Cuarón fait confiance à son spectateur, il sait qu'il va pouvoir relier les points tout seul. Autre utilisation de l'art pour convier un message, toujours chez Nigel, on aperçoit ce cochon qui flotte dans l'air. Une référence évidente à l'album Animals de Pink Floyd, qui était déjà fortement inspiré de La ferme des animaux de George Orwell. Mais là où le roman d'Orwell critiquait le stalinisme, l'album de Pink Floyd s'attaquait plutôt au capitalisme débridé. C'est donc une fois encore au spectateur de faire le lien, de comprendre où Cuarón dirige sa critique. La musique sera d'ailleurs omniprésente dans ces niveaux de lecture en arrière-plan, que ce soit les nombreuses références à la contre-culture hippie qui ponctuent la bande originale, ou encore la chanson Arbeit macht frei du groupe The Libertines qu'on entend à l'entrée du camp de migrants. Le titre de cette chanson est une référence au slogan écrit à l'entrée des camps de concentration. Là encore, une référence qui en entraîne une autre pour donner un commentaire plus large sur l'univers du film entier. Un modèle de profondeur et d'intelligence de mise en scène. Dernier exemple de cette utilisation brillante de l'arrière-plan, lorsque Jasper raconte à Guy comment Théo et Julian ont perdu leur fils, Dylan, lors d'une pandémie de grippe. Et au passage, c'est là encore bien vu dans le genre prédiction qui vieillit un peu trop bien. En fond, on entend Kindertotenlieder de Gustav Mahler, littéralement chanson pour la mort des enfants. Les paroles chantées sont tirées de poèmes écrits par Friedrich Rückert pour se remettre de la mort de ses deux enfants lors d'une épidémie de scarlatine. Cette maîtrise de la référence, qui en entraîne une autre, qui en entraîne encore une autre, et qui nous conduit vers une sorte de labyrinthe de symboles et de second niveau de lecture, c'est absolument brillant. 20 ans plus tard, il semble difficile de ne pas être admiratif face à la finesse avec laquelle les fils de l'homme semblent avoir anticipé tous les maux, toutes les dérives de notre époque. Et pourtant, Alfonso Cuarón a toujours refusé la portée prophétique de son long métrage, et ce pour une raison toute simple. I'm sure it's no joy to you to discover how clairvoyant that film was. Yeah, but there were people were warning about that for decades now. Immigration, environment, this whole thing of the populism and authoritarian states. There are no news. C'est probablement ça le plus terrifiant. Le fait que tout était déjà entre nos mains il y a 20 ans. Qu'on pouvait le voir venir, qu'on nous prévenait déjà, qu'on avait toutes les clés en main pour éviter ce désastre, mais que souvent on a préféré fermer les yeux. C'est ce constat qui pousse d'ailleurs Alfonso Cuarón à conclure son chef-d'œuvre sur une note douce amère. Un final ambigu qui nous laisse le choix. Va-t-on choisir l'espoir ou le pessimisme ? À l'image de cette guerre suspendue quelques secondes, au rythme des pleurs d'un enfant qui illumine le monde, avant de reprendre de plus belle. À l'image également de ces dernières secondes, lorsque le Tomorrow arrive enfin. Est-ce que Guy et son enfant vont s'en sortir? Le Human Project est-il bien réel? Le cinéaste nous quitte cependant avec un dernier indice, le prénom de l'enfant. Objet de spéculation tout au long du film, qui révèle le prénom à Théo juste avant sa mort. I'll call my baby Dylan. It's a girl's name too.
Un hommage évident au fils perdu de Theo et Julian, mais un dernier symbole caché. Dylan est un prénom gallois qui signifie « enfant de la mer ». Cette petite fille, sauvée des eaux, comme une sorte de Moïse moderne, sera-t-elle l'enfant du nouvel ère? Ou bien est-ce que son parcours miraculeux s'arrêtera sur ce bateau? Au spectateur de réfléchir et de trancher. Avec le recul, il semble plus évident que jamais que Les Fils de l'Homme est une immense œuvre d'anticipation. Mais alors, qu'est-ce qui a manqué? Pourquoi un tel échec? On a déjà évoqué l'étrange stratégie de distribution. La concurrence a également joué un rôle, mais il semble difficile de ne pas également mentionner la réticence du grand public à porter des œuvres ouvertement sombres et dérangeantes. Brésil de Terry Gilliam en avait fait les frais, Blade Runner également. La science-fiction qui ne cherche pas à divertir, mais plutôt à avertir, à mettre en scène un monde terrifiant qui représente trop bien nos dérives, ce vers quoi on se dirige, a très souvent eu du mal à séduire le grand public. On associe inconsciemment la science-fiction au grand spectacle, à l'évasion, au space opéra, la promesse d'une galaxie lointaine, d'épopées spectaculaires. Les Fils de l'Homme offrent tout l'inverse. Autre piste possible, comme souvent lors d'adaptations littéraires, on peut penser que les lecteurs et lectrices du livre de P.D. James ont pu être déçus de se retrouver face à une œuvre qui n'avait en commun que le titre et le concept d'origine. Et pourtant, l'autrice a énormément aimé cette adaptation. Et cet échec a eu des répercussions sur de nombreuses carrières. Tout d'abord, Alfonso Cuarón, qui a mis 7 ans à pouvoir donner vie à son projet suivant, Gravity. En interview, il a confirmé que malgré l'accueil critique excellent et les nominations aux Oscars, les grands studios hollywoodiens étaient très réticents à l'idée de lui confier un budget encore plus grand pour un projet original aussi risqué. Si Gravity a fini par voir le jour après un très long développement, c'est parce que Cuarón coproduisait lui-même le projet. Comme quoi, qu'importe la qualité du film réalisé, ce qu'un gros studio va regarder avant de financer un projet, c'est le box-office. L'autre victime collatérale de cet échec, c'est Clive Owen. S'il était au sommet de sa popularité à la sortie du film, cet échec va marquer le début d'une longue descente aux enfers. Dans les années qui suivront, il n'aura pratiquement aucun succès majeur. L'acteur finira par figurer essentiellement dans des séries B d'action assez médiocres qui gâchent le potentiel d'un des talents les plus marquants du cinéma anglais et américain des années 2000. Au-delà de sa réputation de chef-d'œuvre visionnaire, Les Fils de l'Homme laissent un héritage évident et continue d'influencer de nombreux artistes. Le film a été cité par Neil Druckmann comme une influence majeure dans la création de The Last of Us. C'est également une des références visuelles pour le film La Route de John Hillcoat, sorti en 2009. Difficile de nier l'influence de cette mise en scène quasi documentaire, caméra au point, dans un monde dystopique, sur le cinéma de Neil Blomkamp, particulièrement District 9 et Elysium. Au final, Les Fils de l'Homme restent une œuvre inoubliable, un choc qui ne s'estompe pas avec le temps, bien au contraire. Et malgré la tristesse de cet échec initial, on ne peut que se réjouir de voir qu'une œuvre aussi puissante a fini par être réévaluée. La preuve que, même à une époque de surdomination des grands studios et des géants du streaming, l'art singulier et ambitieux a encore sa place. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme d'habitude, de liker, partager, commenter. Vous pouvez vous abonner, même souscrire à la chaîne maintenant. Et surtout, n'oubliez pas de voter pour le prochain épisode. Je vous dis à très bientôt.